Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Nos contenus sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes également disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou et notre site internet www.studiokalangou.org sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou parle de la relance de l'industrialisation du Niger, opportunités, défis et perspectives. Situé au cœur du Sahel, le Niger a une économie diversifiée, dépendante de l'agriculture pour 40% et de son PIB. Le niveau d'extrême pauvreté s'élevant à 41,8% en 2021 touche plus de 10 millions de personnes. Une combinaison de chocs et de crises sanitaires, climatiques et sécuritaires a entravé la croissance de l'économie nigérienne qui, après avoir progressé de 5,8% en 2019, a ralenti à 3,6% en 2020 et est passé sous la barre de 1,5% en 2021, soit une détérioration importante par rapport à la projection initiale de 5,5%. Cette contre-performance étant due au ralentissement de la production céréalière. Malgré un contexte de forte incertitude, la croissance pourrait atteindre 10% d'ici 2024 grâce au boom de la production pétrolière selon un rapport de la Banque mondiale publié le 22 septembre 2022. C'est dans ce contexte que Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli du 20 au 25 novembre 2022 un premier rendez-vous consacré à l'industrialisation de l'Afrique et à la diversification économique et un second à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données les défis, les opportunités, les obstacles de l'industrialisation au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Abdoulaye Boubacar, directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Abdoulaye Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Soli Abdoulaye, économiste. Soli Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Et Issoufou Adamou, vice-président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs et vice-président du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Issoufou Adamou, bonsoir. Bonjour. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous allons commencer avec vous, monsieur le directeur général de l'industrie, Abdoulaye Boubacar. Quelle est la situation de l'industrie existante au Niger au jour d'aujourd'hui? Merci, monsieur le modérateur. Et parler de situation existante de l'industrie à cette étape serait quand même fastidieux. Et ce que je peux dire, comme vous le savez, il me plaît de faire un petit rappel historique de l'industrie au Niger. Allez-y. Et comme vous le savez, avant les indépendances, le Niger ne disposait pas d'industrie. Donc, juste après les indépendances, nous avons commencé à développer un certain nombre d'unités industrielles, notamment dans les huileries et dans le cadre de la transformation sous le président Djori Hamani. Donc, le premier parc industriel, si on peut se résumer, a commencé à prendre de l'ampleur juste sous le régime du président Djori Hamani. Et le régime du CMS, quand il est arrivé, il a commencé à consolider ce qui a été déjà fait. Et malheureusement, les programmes d'ajustement structurel qui ont été répandus en Afrique ont fait en sorte du FMI et de la Banque mondiale ont fait en sorte que beaucoup de ces industries-là ont été privatisées. Et malheureusement, cette privatisation n'a pas été bien préparée. Parce que les différents investisseurs qui ont pris ces industries n'étaient pas préparés, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat.
Ce qui fait que beaucoup de ces industries-là, au fur et à mesure, ont disparu. Et nous avons eu un aménagement de notre parc industriel. Et dans le cadre aussi de la globalisation, beaucoup de nos opérateurs économiques préfèrent l'import-export que d'aller vers l'installation des unités de transformation. Vous avez cherché à savoir pourquoi? Nous avons cherché à savoir justement, mais parce que peut-être c'était plus facile pour eux. Et parce que on n'est pas, tout le monde ne peut pas être industriel, comme vous le savez. Ça demande une préparation, ça demande à être formé et ça demande à avoir vraiment une vision. Donc, en somme, beaucoup de nos opérateurs économiques qui ont pris le relais, c'était des analphabètes. Pratiquement, ce pas des gens qui ont beaucoup étudié. Donc, ils n'avaient pas l'esprit entrepreneuriat. Donc, ce qui fait que vous avez vu que notre parc industriel est complètement aménagé. Aujourd'hui, parler de parc industriel au Niger, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc, je peux dire qu'à cette étape, voilà vraiment l'état de notre parc industriel. Mais il y a des chantiers qui sont en train d'être développés pour pouvoir ramener tout cet état d'esprit qu'on va développer par après. Monsieur le directeur général de l'industrie, Abdoulaye Boubacar, je le disais, Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli du 20 au 25 novembre 2022 un premier rendez-vous consacré à l'industrialisation de l'Afrique et à la diversification économique, et un second à la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. À quand la mise en œuvre effective des recommandations issues de la rencontre de Niamey? La mise en œuvre, je peux dire qu'elle est en train d'être préparée parce que, comme vous le savez, c'est des recommandations qui concernent toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement le Niger. Ce n'est pas seulement le Niger, c'est des recommandations qui concernent toute l'Afrique parce qu'avant tout, c'est un sommet de l'industrialisation de l'Afrique. Donc, c'est toute l'Afrique qui a été réunie ici. Donc, au Niger, des pas quand même, les jalons ont déjà été posés au Niger. Oui, les jalons ont été posés. C'est ce que j'ai dit que peut-être par après, je vais vous développer les projets que nous sommes en train de développer qui ressortent justement des conclusions de ce forum qui a été organisé au Niger. Donc, dans le développement, je vais vous développer les projets que nous sommes en train de développer qui sortent justement des recommandations de ce forum-là qui a été organisé au Niger. Monsieur le directeur, en marge toujours de ce sommet, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Mme Salamatou Gourouza Magaji, avait présidé le 21 novembre 2022 un panel sur le thème Force et limites du Code des investissements en République du Niger. Que peut-on retenir au sujet de ce Code des investissements? Le Code des investissements, comme vous le savez, c'est un outil qui a été adopté par le gouvernement en vue d'aider les industries à s'installer. C'est déjà un effort. C'est déjà un effort. Et ce code est maintenant présentement en révision. Parce qu'il y a certains éléments de ce code qui sont dépassés. Il va falloir les adapter au contexte du moment. Donc, ce code, il est en train d'être développé présentement dans le cadre des industries qui sont en train de se développer, mais ça demande à être révisé. Mais quelles sont les opportunités dont regorge ce code? Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas si je peux vous les développer maintenant, parce que les opportunités, c'est d'abord donner des exonérations fiscales, des exonérations douanières à tous les différents investisseurs qui sont appelés à s'installer au Niger. Donc, on ne peut pas limiter les opportunités dans le cadre de ces débats. Et le code, comme vous le savez, il a des régimes. Il y a le régime promotionnel et le régime conventionnel. Et à tous ces régimes-là, il y a des différents exonérations qui sont données à tous les investisseurs qui sont appelés à s'installer au Niger. Puisque voilà. le code est en révision, ça veut dire qu'il y a des insuffisances. Pouvons-nous citer quelques insuffisances dont regorge ce code? Les insuffisances tournent principalement autour de la mise en œuvre. Parce que tout investisseur qui a eu à bénéficier du code, normalement, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles il a souscrit et qu'il doit comment on appelle ça, qu'il doit exécuter. Mais dans l'exécution, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui ont bénéficié de ce code-là et qui ne répondent pas à ces obligations. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Boubacar, directeur général de l'industrie au ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous allons donner la parole à Soli Abdoulaye. Soli Abdoulaye, vous êtes économiste. Peut-on parler d'industrie au Niger? Pourquoi le Niger ne s'est pas industrialisé? Merci, Mokhtar. Donc, à vous entendre et à entendre le directeur général de l'industrie, on peut bel et bien parler d'industrie au Niger. Parce qu'il vous a fait un rappel aux sorties des indépendances, n'est-ce pas? Les différentes unités industrielles qui ont été créées par le régime mis en place, et du point de vue donc, public, donc des entreprises qui appartenaient à l'État, et du point de vue privé ou semi-privé. Et jusqu'en 1980, au lendemain donc des ajustements structurels au Niger, nous avons à peu près 72 entreprises, unités industrielles. Voyez-vous? Et avec l'arrivée, comme il a dit, de l'ajustement structurel, il y a eu donc ce blackout imposé par le FMI et la Banque mondiale. Ah, donc c'est un blackout. C'est un blackout parce qu'il fallait donc détruire cette volonté de construire une industrie dans les pays africains, n'est-ce pas? Et contrairement à ce qu'il a dit, moi je ne pense pas que les repreneurs, qu'ils soient nationaux, ou les repreneurs nationaux qui ont pris, n'est-ce pas, ces industries, ce n'est pas qu'ils manquent de capacité, mais ils avaient un véritable blocage qui était une sorte d'étau que l'État a mis à leur coût. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de taxes. Il n'y a pas de facilité. Comme il vous a dit, pour les accompagner. Pour les accompagner. Et c'est fait exprès. Parce que c'est dans le système des ajustements structurels que toutes ces dispositions ont été prévues. Parce que l'objectif, c'est d'anéantir notre tissu économique, notre tissu industriel, pour que les repreneurs soient, n'est-ce pas, les étrangers, donc les occidentaux. C'est ça l'objectif. Parce que, vous voyez, dès que les premiers, n'est-ce pas, responsables politiques sont venus, particulièrement au Niger, ils ont opté pour une stratégie de substitution, d'importation. Tout ce que nous importons, les dirigeants ont cherché à savoir est-ce que nous ne pouvons pas mettre des petites unités industrielles pour empêcher ou ne plus importer ces produits. Et c'est comme ça que vous avez vu dans tous les domaines de la consommation, le Niger a quand même des petites unités industrielles et qui marchaient très bien. Mais maintenant, comme les Occidentaux ont besoin que nous importions de chez eux, ils ont créé ce système, n'est-ce pas, à travers donc les ajustements structurels. Ce qui montre que ce n'est pas uniquement le Niger qui a vécu cette situation. L'ensemble des pays africains ont vu leur tissu industriel complètement détérioré. Parce que tout simplement, on veut que nous soyons des importateurs, pas des exportateurs. Des consommateurs. Des consommateurs, bien sûr. Bon, on peut être consommateur et consommer local. Mais on veut qu'on soit des importateurs. Donc, consommateurs et importateurs, pas consommateurs producteurs. Vous comprenez? Donc, il y a eu bel et bien des industries au Niger. Et ces industries, en 1983, je vous rappelle que les industries au Niger, qui étaient au nombre de 54, qui appartenaient à l'État du Niger, elles fournissaient 24,6% du PIB, de la valeur ajoutée, soit 4,9% du PIB national, produit intérieur brut. Et ils employaient 13 000 personnes qui sont donc représentatives de la classe active au Niger. Donc ça veut dire qu'il existait bel et bien des industries, mais malheureusement, c'était une politique qui était donc imposée à nos pays, qui a fait que ce tissu industriel a complètement disparu. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez parlé, le sommet de la ZLECAf et de l'industrialisation de l'Afrique, je pense bien qu'il y aura une sorte de remake pour que nos pays maintenant regagnent cette fierté qui est donc la mise en place des unités industrielles un peu partout. Monsieur Soli Abdoulaye, quelles sont les difficultés au niveau du secteur de l'industrie au Niger?
les difficultés, d'abord, vous avez entendu tout à l'heure le code des investissements qui est en train d'être révisé. Donc, les difficultés, c'est d'abord les impôts que l'État cherche à avoir avec ses unités industrielles. Deuxièmement, nous avons le coût de l'énergie. L'électricité. L'électricité, c'est un paramètre important dans la compétitivité d'une industrie. Donc, et aujourd'hui... Et la disponibilité aussi, parce que on voit de temps en temps, il y a des coupures intempestives de l'énergie électrique. Bien sûr, la disponibilité, effectivement, c'est un autre facteur important, parce que même si le coût est bas et que l'énergie n'est pas disponible, donc c'est toujours le même problème. Donc voilà, donc il y a l'énergie qui est là, il y a les moyens de transport, les infrastructures. Parce que quand vous produisez, il faut avoir aussi les moyens d'écouler vers les marchés. Vous comprenez? Mais Souli Abdoulaye, est-ce que les Niger consomment réellement nigérien? Aujourd'hui, le Niger ne consomme pas réellement nigérien. Il suffit de partir sur une table d'un vendeur ambulant. Vous allez voir, sur 10 produits, c'est difficile que vous trouviez un seul produit nigérien. Tout à l'heure, le DG faisait une boutade à travers une interview d'un commerçant de Maradi, où il dit que même le simple seau en plastique qui ne demande aucune technique, aucune technologie vraiment appropriée ou de pointe, nous ne sommes pas capables de faire. Donc ça veut dire que il y a quand même un problème à la demeure. Mais avec aujourd'hui cette nouvelle dynamique, cette vision que nos dirigeants ont, on peut penser qu'il y aura beaucoup de choses. Et le Niger va avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de produits du moins, qui vont donc permettre de consommer le Nigérien. Souli Abdoulaye, l'industrialisation stimule la productivité en introduisant de nouvelles techniques et technologies. Le Niger dispose-t-il de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à la demande? Bon, aujourd'hui, nous avons de la main-d'œuvre qualifiée. Parce que la main-d'œuvre qualifiée, on la forme. Même si on ne l'a pas disponible, on la forme. Et on la forme en fonction des besoins. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez dans votre introduction parlé d'un taux de croissance que nous allons atteindre par rapport à... d'ici 2024. D'ici 2024. Grâce au boom du pétrole. Et le boom du pétrole entraîne un certain nombre de choses, par exemple la construction du pipeline, un certain nombre d'infrastructures. Et donc, en fonction de ces besoins, nous allons former nos cadres. Vous comprenez? Et il y a un projet aujourd'hui qui est en train d'être mis en œuvre, le projet donc de raccordement de la ligne ferroviaire Katsina-Maradi. Là aussi, vous voyez, les cheminots, il faut les former. Donc, nous devrons anticiper, même s'il n'y a pas, n'est-ce pas, les ouvriers qualifiés, il faut anticiper pour savoir que dans tel nombre d'années, nous allons avoir tel type d'activité industrielle. Donc, naturellement, il faut former les Nigériens avant que cette activité ne se réalise. Souli Abdoulaye, le Niger est richement doté en ressources naturelles, pétrole, gaz, uranium, l'élevage, l'agriculture. Comment expliquer l'extrême pauvreté du pays? Mais l'extrême pauvreté du pays s'explique par tout simplement le manque de volonté. Politique et tout. Parce que tous les dirigeants là qui se sont succédés, ils sont conscients. Parce que c'est des études qui ont été faites, pas par le Niger, mais par d'autres pays, n'est-ce pas, qui veulent nos richesses. Alors, on connaît qu'il y a l'existence de ces produits, de ces richesses-là. Mais le manque de volonté politique fait que ça ne bouge pas. Et pour preuve, vous avez vu au temps du régime de Tanja, quand Tanja a su que nous avons un problème de l'énergie, particulièrement donc des hydrocarbures, de pétrole et autres, donc il a décidé que nous ne pouvons plus subir le diktat de la France, parce que la France et les États-Unis, c'est eux qui ont bloqué l'exploitation pétrolière. Il a dit que non, notre pays a besoin du pétrole, il faut que nous exploitions le pétrole, parce qu'il est inconcevable qu'il y ait du pétrole en Libye, du pétrole au Tchad, du pétrole en Algérie, et qu'il n'y ait pas de pétrole au Niger. Le Nigeria aussi tout près. Donc, il a décidé, avec une volonté politique, avec un don, n'est-ce pas, patriotique,
il a dit qu'on va exploiter le pétrole nigérien. Et il est parti vers les Chinois. Les Chinois ont exploité. En 2011, nous avons vu le pétrole nigérien avec même une raffinerie. Donc, en partie, il y a une question de volonté. Et je sais qu'il y a des raisons exogènes, n'est-ce pas? Mais ces raisons exogènes, vous les contournez à travers votre volonté politique, à travers votre engagement. Voilà. Merci beaucoup, Osoli Abdoulaye. Nous allons donner la parole à présent à Issoufou Adamou, qui est vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Issoufou Adamou, le Niger est-il une terre d'opportunité en matière d'industrie? Alors, moi, je vais un peu rebondir un peu de tout ce que chacun a dit. Oui, allez-y, rapidement. Je vais aussi... quand vous dites opportunité au Niger, je pense que... Si le Niger est une terre d'opportunité. Justement, parce que c'est neutre, c'est vide, en fait. Tout est à refaire. Donc, il n'y a pas meilleure opportunité, en fait. Parce que tout est à refaire. Nous ne produisons rien, comme il a dit. Donc, l'opportunité y est, c'est clair. Mais je pense que ce n'est pas l'opportunité le problème. Nous avons un problème beaucoup plus profond. Ok. On va prendre par exemple l'exemple de quelques pays industrialisés. Par exemple la Chine, qui aujourd'hui est en train de dominer le monde. Dans les années 50, Mao Zedong a fait l'erreur justement de penser qu'il était temps d'aller vers l'industrialisation forte. Il a échoué. D'aucuns diraient qu'il a échoué. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il a échoué, mais il a essayé autre chose pour permettre au prochain qui va venir, de savoir que ce n'est pas la bonne méthode. Quand on veut aller vers une industrialisation de masse, parce que ce qu'on est en train de vouloir faire, ce n'est pas juste des petites industries. On veut aller vers une industrialisation de masse. On s'est rendu compte que c'est ce qu'il faut pour notre développement. Alors, une industrialisation de masse. Une industrialisation de masse. Maintenant, cette industrialisation de masse demande certaines obligations. OK ? Nous devrons d'abord avoir des routes, comme il l'a dit, pour déjà écouler nos produits. Il nous faut avoir une politique intérieure. Il nous faut avoir une stratégie d'industrialisation. Nous sommes vite allés en besoin. Nous sommes allés sur la ZLECAf, ouverture des frontières, grande industrie africaine. Alors qu'il y a des préalables. Exactement. Et ces préalables-là ne sont pas faits. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? On va se lancer dedans. On va se casser la gueule. Vous êtes pessimiste là? Non, je suis réaliste. Alors, ce que moi je pense, aujourd'hui, nous avons plus de 50%, 78% de la population nigérienne qui sont dans les zones rurales. Nous avons plus de 17 millions de terres cultivables. C'est beaucoup. Et nous avons faim. On est très vite allé dans l'industrialisation de masse. Il faut d'abord avoir la base. C'est quoi la base selon vous? C'est l'autosuffisance alimentaire? Alimentaire, déjà. OK. Nous avons les terres cultivables. Nous avons de l'eau en abondance. Nous avons la main-d'œuvre. Et nous sommes le pays le plus jeune du monde. Ce sont des opportunités, des atouts, bien... Bien sûr que c'est des atouts et des opportunités. Mais il faut savoir le canaliser, il faut savoir bien l'utiliser. Parce que sinon, ça va être un sérieux problème à long terme pour le Niger. Ces jeunes-là qui vont aller à l'école, qui ne sont pas cadrés, qu'est-ce qui risque de se passer? Ils vont tous vouloir s'amuser. On a l'avènement des voleurs intelligents, comme je le dis, okay? Qui dépassent le stade classique qui, à l'époque, les voleurs sautaient juste dans les maisons et puis prenaient ce qu'il y avait dans les cours. Maintenant, nous faisons face à des voleurs intelligents qui ont été à l'école. Alors, s'ils n'ont pas de travail, ils vont se mettre du mauvais côté. Et ça serait un danger pour nous parce que c'est des gens instruits qui sont du mauvais côté. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà consolider le préalable. Il faut qu'on ait des routes pour expédier ce qu'on veut vendre. Il faut qu'on ait une électricité stable. Il faut que le coût soit adapté. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de pays autour de nous qui sont industrialisés. Nous avons l'Algérie, le Nigeria, qui font partie des top 5 des pays industrialisés de l'Afrique. On peut copier et on peut corriger. On a vu les erreurs qu'ils ont commises, on corrige avant de faire. Ça ne sert à rien d'aller dans une industrialisation de masse si nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables de gérer l'après-industrialisation. Et M. Issoufou Adamou, la transformation numérique peut-elle
être la solution au problème de l'industrie actuelle nigérienne? Vous savez, le numérique, aujourd'hui, on en parle. Le numérique est indispensable. Avec le numérique, on arrive à gagner du temps. OK? Mais déjà, il faut que ça existe. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que le numérique vienne ajouter. Mais si il n'y a même pas d'existant, le numérique... C'est quoi l'existence selon vous, Issoufou Adamou? Je vais encore aller plus profondément. Rapidement. Alors, quand on est dans un État, par exemple, on a eu le sommet sur la ZLECAf, sur l'industrialisation africaine. J'ai suivi ce sommet du début jusqu'à la fin. Alors, il y a eu beaucoup de recommandations, il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de partages. Mais à aucun moment, personne, je dis bien personne, n'a parlé de la monnaie. Ah, la monnaie unique de la CEDEAO, par exemple? Alors, je vais vous donner une citation de Rothschild. Rothschild fait partie des 7 grandes familles qui dominent le monde entier. C'est des financiers. Il dit, permettez-moi de contrôler votre monnaie et je chie sur ceux qui font la loi de ce pays. Parce que la monnaie est primordiale dans l'industrialisation. Elle est obligatoire. Vous savez, quand on va dans l'industrialisation, on va dans les grands investissements. Ces grands investissements-là, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où plus de 50% de notre budget vient de l'extérieur? OK? Et chaque année, nous luttons pour juste gérer l'année. À travers le budget. Alors, où est-ce qu'on aura les moyens, à votre avis, pour faire de grandes industries? Il faut faire appel à l'extérieur, obligatoirement. Quand la Banque mondiale et le FMI vous disent OK, vous, en tant qu'État, vous ne pouvez pas donner de garantie souveraine. OK. On ne peut pas donner une garantie souveraine. Vous ne pouvez pas prêter de l'argent. Vous ne pouvez prêter de l'argent qu'à un taux structurel, c'est-à-dire un taux n'excédant pas 2%. OK. Maintenant, comment est-ce que vous voulez qu'un privé ou une personne naturellement constituée qui a gagné son argent normalement vienne investir dans l'un des derniers pays du monde, ayant 2% sur 20 ans de paiement et avec un paiement différé et sans garantie souveraine? Pourquoi il viendrait? Il n'a aucune raison de venir. Alors, on nous dit, allez-y, on vous soutient, mais on nous met des blocus. Et ces blocus font en sorte que nous ne pouvons pas aller dans l'industrialisation de masse, comme on le dit, parce que nous avons des freins qui ont été faits. C'est comme avec l'ajustement structurel. Quand ça a été fait, justement, les conditions étaient réunies. On nous dit, allez-y, faites-le. Donnez aux locaux s'ils veulent. Mais les locaux ne pourront pas parce que les conditions ne sont pas réunies. On est dans le même système. On va faire tout ce qu'on veut. Si nous ne maîtrisons pas notre monnaie, si notre monnaie ne nous permet pas de prendre de l'argent étranger, ne nous permet pas de prêter de l'argent, ce n'est pas possible. On nous limite notre taux d'endettement. Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Paradoxalement, le pays le plus riche du monde, c'est les États-Unis. Alors, en économie, je parle sous le contrôle de l'économiste, la dette vient en plus, contrairement à la comptabilité où la dette est soustraite. En économie, on prend justement une dette pour générer des revenus. Donc, si on nous limite notre degré de dette, comment est-ce que vous voulez qu'on aille dans cette industrialisation-là? Ce n'est pas possible, parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. On a beau parler, mais les moyens ne vont pas exister. On n'aura pas les moyens de le faire. Nous allons commencer avec le directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, Aboubakar Abdoulaye. Monsieur Aboubakar Abdoulaye, l'industrie est un secteur d'avenir, à Tom coutume de le dire. Quelles sont les avancées significatives jusque-là enregistrées par le Niger en matière d'industrie? Les avancées significatives, si je peux parler ainsi, nous allons revenir toujours sur le code des investissements. Allez-y. Parce que ce code des investissements-là, c'est un outil par excellence qui est mis à la disposition, en tout cas, de tous les promoteurs des projets industriels.
C'est ce code-là qui vous donne les avantages qui vous permettent de vous installer sans vraiment qu'il y ait de contraintes, quoi. Et comme je vous ai dit, ce code-là, quand vous le prenez, il a deux outils. Nous avons un régime promotionnel qui vous donne des exonérations fiscales et douanières, tant en phase d'installation de votre projet qu'en phase de développement de votre projet. Oui, monsieur le directeur général, est-ce que tous les Nigériens peuvent avoir accès à ce code des investissements? Justement, c'est un code qui est ouvert aux Nigériens et aux étrangers. Il ne fait pas de distinction. C'est ça l'avantage du code du Niger, quoi. Il ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, vous êtes un étranger de nationalité ivoirienne, vous voulez vous installer au Niger, vous venez, vous montez votre dossier conformément aux procédures du code, vous allez bénéficier de votre code des investissements sans problème. Quant aux Nigériens, ça n'en parle même pas. Donc c'est un code qui n'est pas discriminatoire. Maintenant, tout à l'heure, votre question, vous pouvez me rappeler votre question? Voilà, les avancées significatives jusque-là enregistrées par le Niger en matière d'industrialisation. Et justement, ces avancées, comme je vous ai dit, que c'est d'abord ce code des investissements qui est mis à la disposition, en tout cas, de tous les projets industriels. Maintenant, nous avons un autre projet que nous sommes en train de développer au Niger qui peut constituer une avancée majeure si ce projet-là venait à être installé au Niger. C'est la création d'une zone économique spéciale aux alentours de Niamey. Cette zone économique spéciale, ça a été démontré. Voilà, elle a fait l'objet d'une présentation lors du sommet. Le prime promotionnel aussi est disponible. Donc, une fois que ce projet-là arrive à être installé au Niger, il va résoudre beaucoup de nos problèmes industriels. D'abord, en termes de disponibilité des terrains, parce que comme vous le savez, tout promoteur de projet industriel qui venait à s'installer au Niger, le premier défi qu'il rencontre d'abord, c'est la disposition du foncier. Le foncier constitue un véritable problème. Deuxièmement, tout à l'heure, Soli l'a développé, c'est les questions énergétiques. Ce projet-là, tel qu'il est conçu, il va déjà avec de l'énergie solaire, carrément. Donc, vous voyez, ce problème-là, déjà, il va être résolu. Donc, il y aura une centrale solaire qui va être installée au sein de ce projet-là, quoi. Il y a aussi les taxes, l'impôt. Alors, les taxes et l'impôt, c'est discutable parce qu'en l'absence vraiment d'une étude qui montre que les taxes étouffent le développement des projets, je ne saurais m'avancer, quoi, parce que j'ai vraiment... Mais monsieur le directeur général, est-ce que le Niger d'aujourd'hui a les moyens de s'offrir ce luxe-là à travers ce projet industriel-là? Ah, bien entendu, le Niger a bel et bien les moyens de s'offrir ce projet parce que d'abord dans tous les pays de la sous-région, ce genre de projet est installé. Ce projet généralement ne se fait pas sous fonds propres de l'État. C'est un projet qui se fait en partenariat public et privé. Et nous avons dans le monde des développeurs des zones qui sont présentement intéressés par ce projet-là. C'est des discussions qui vont être engagées avec l'État du Niger et en fonction maintenant de ce qui aura été retenu, ce projet-là peut très bien être installé au Niger. Monsieur le directeur général, la jeunesse nigérienne est-elle consciente des facilités et même des opportunités dont parlent les autorités en matière de promotion du secteur de l'entrepreneuriat des jeunes? Bien entendu, la jeunesse, elle est très bien consciente puisqu'il y a des forums, il y a des panels, il y a des séances de sensibilisation qui sont faites en direction de cette jeunesse-là pour les amener à s'approprier les outils de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons aussi beaucoup de projets, des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous avons des conventions qui aident le ministère, en tout cas pour développer des projets en direction de la jeunesse. Donc on ne peut pas dire que la jeunesse est exclue de ce projet, mais seulement c'est à la jeunesse maintenant de s'approprier ce projet-là et essayer de faire de leur mieux pour les développer. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Issoufou Adamou, de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. La jeunesse nigérienne est-elle suffisamment impliquée dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ici au Niger? Alors, vous savez, maintenant, c'est une obligation en fait. OK? Et tout le monde l'a compris. L'État ne peut pas engager tout le monde. OK? Aujourd'hui, le problème
crucial que nous avons, je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Il y a 10 ans de cela, quand on dit nous, on était encore étudiants, quand on dit à un étudiant nigérien de faire un petit boulot, en plus de l'école ou en plus de son travail, il trouvait ça absurde. Les choses sont en train de changer aujourd'hui. Les gens ont commencé à comprendre. À comprendre que, en réalité, le salaire permet d'avoir juste une vie basique. Mais si on veut grandir, si on veut évoluer, si on veut s'épanouir financièrement, il faut entreprendre. Et aujourd'hui, les jeunes l'ont compris. Je pense vraiment que les jeunes l'ont compris. Et il faut prendre l'exemple, dès que vous voyez, quand on fait les foires et tout ça, vous voyez le nombre de jeunes qui imaginent tellement d'activités. À travers la créativité. À travers la créativité. Ces jeunes-là qui créent des... J'ai assisté à une remise de prix récemment et pour Itakara. Nous avons des jeunes de 12 ans qui arrivent à créer des... Il y a un jeune de 12 ans de DIFA qui m'a particulièrement frappé, qui arrive à créer de l'énergie en marchant. En marchant. En marchant, oui. Il a mis un prototype en place qu'il met sur ses baskets. En marchant, il produit de l'électricité pour charger son téléphone. Ah. Alors, quand on vous dit que c'est un jeune de 12-13 ans qui le fait, on est émerveillé. Ces choses-là, à l'époque, on les voyait en Chine, on se disait, mais mince. Mais aujourd'hui, c'est possible au Niger avec la technologie et avec la mondialisation. Tout est possible, tout est à notre portée. Notre problème, c'était d'abord un problème de mentalité. Et ça, je pense que notre président l'a compris. Il va fort sur l'éducation. Quand nous avons des enfants instruits, c'est plus facile de les cadrer que ceux qui ne sont pas instruits. Alors, il y a quelques années, ils n'étaient pas instruits, c'était beaucoup plus compliqué. Tout le monde était carré sur aller à l'école, avoir un diplôme et travailler. C'était l'esprit qu'on nous avait inculqué plus jeune. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut aller vers autre chose. Monsieur Issoufou Adamou, les nouvelles dispositions du projet de loi de budget 2023 adopté le 30 novembre 2022 prévoit l'amnistie fiscale pour toute entreprise nouvellement enregistrée, l'exonération des droits de douane pour tout le matériel agricole importé. Ces mesures concernent aussi l'importation du véhicule neuf de transport et la création d'entreprises industrielles. L'État peut-il mieux faire encore selon vous? Alors, vous voyez, déjà, pour vous dire que l'État a déjà fait quelque chose, avant, l'État ne demandait pas l'avis des entrepreneurs pour faire des lois. Les techniciens restaient dans leur bureau. Ils n'ont jamais entrepris. Ils ne connaissent rien de l'entrepreneuriat. Ils décident seuls. Ils le font passer et ça passe et nous, on subit. Ça a toujours été le format. Alors, l'État l'a compris. Aujourd'hui, le ministre des Finances qui est là, il est jeune comme nous. Okay? Nous avons eu plusieurs séances. De rencontres avec lui? Oui, avec notre association, on a eu plusieurs séances. Et ces propositions-là font partie des propositions que nous avons faites. Nous, en tant qu'association jeunes entrepreneurs, on a fait des propositions à l'État et qui ont été prises en compte. Pour vous dire que justement, il y a une évolution. Il y a cette volonté-là de l'État, du gouvernement aujourd'hui à accompagner et à changer les choses. Parce que vous savez, il y a un adage qui dit, vous ne pouvez pas vous réveiller tous les jours de la même manière, faire la même chose et penser à un changement. Si vous voulez un changement... Il faut innover, il faut diversifier. Il faut changer les habitudes. Donc, je pense que ces habitudes sont en train d'être changées. On est en train d'aller. Le déclic, il y a eu le déclic. Ça a commencé. Mais il faut, comme vous l'avez dit, on peut toujours améliorer, on peut toujours mieux faire. Mais le déclic a commencé et c'est déjà un atout. Je pense que c'est déjà une avancée vers un avenir meilleur. Merci beaucoup, Issoufou Adamou. Soli Abdoulaye, vous êtes économiste. L'industrie est-elle un secteur d'avenir, comme on a coutume de le dire? Bien sûr, l'industrie est un secteur d'avenir, Mokhtar. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir s'il y a eu une avancée au directeur général de l'industrie au Niger. Il vous a dit un certain nombre d'éléments.
Je rappelle qu'en 2006, quand j'ai voulu moderniser la production du kilchi au Niger, donc pour monter... Qui a été labellisé aujourd'hui. Qui est en train d'être labellisé. D'accord. Donc pour monter mon projet, mon plan d'affaires, je cherchais à savoir la politique industrielle au Niger. En ce temps-là, il n'y avait aucune politique industrielle en 2006. Et aujourd'hui, sous son contrôle, je pense que nous avons une politique industrielle au Niger qui est là. Il vous a parlé donc de ce projet, de cette zone qui est en train d'être mise en œuvre, où on est en train de chercher à la mettre en œuvre. Dans le projet de Renaissance Acte 3, je crois, n'est-ce pas, le président de la République s'est engagé à mettre en place dans chaque zone, dans chaque région du Niger, donc un pôle économique et industriel. Donc chaque région du Niger va être zonée en fonction de ses compétences pour créer une industrie ou des industries, n'est-ce pas? Donc on peut parler d'avancées au Niger, ça c'est évident. Maintenant, toutes ces avancées, elles ne peuvent donner de fruits que quand nous allons effectivement actionner sur un bouton important que notre frère Youssouf a parlé. C'est quoi ce bouton? C'est la monnaie. Tant que nous allons continuer aujourd'hui, particulièrement les pays francophones qui sont donc de domination française, ils vont continuer à utiliser le franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est une véritable catastrophe pour notre économie. C'est une véritable catastrophe. Elle ne peut pas nous permettre, le franc CFA ne peut pas nous permettre de nous développer. Parce qu'en dessous du franc CFA, il y a énormément de choses qui sont des blocages de l'économie, des blocages financiers, des blocages de développement. Donc, tant que nous n'allions pas vers cette monnaie éco, qui est une monnaie de la CEDEAO, pas l'éco qui a été proclamé par Ouattara et Macron. Donc, en tout cas, même si on va vers le haut, alors automatiquement, on va chuter. Merci beaucoup, Soli Abdoulaye. On va donner la parole à Monsieur le directeur général de l'industrie pour clôturer. Monsieur le directeur général, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure promotion de l'industrialisation au Niger? Rapidement. Ok, merci. Je commencerai d'abord peut-être d'amener une petite correction. Tout à l'heure, Soli parlait de politique industrielle. Effectivement, nous sommes dans le projet de développement d'une politique industrielle au Niger. Donc la politique n'est pas encore disponible à cette étape-là. Voilà, elle n'est pas disponible, mais vraiment le projet est suffisamment avancé parce que le bureau du consultant est sur le point d'être recruté, le contrat est fin prêt. Donc incessamment, nous allons lancer le processus de formulation de cette politique. Okay. Les conseils et recommandations rapidement. Alors, conseils et recommandations à la jeunesse, aux économistes. Est-ce que le Niger est une terre d'opportunité en matière économique, en matière d'industrialisation? Justement, le Niger est une très belle terre d'opportunité en matière industrielle, comme le dit mon vis-à-vis tout à l'heure. Le terrain est vierge. Le terrain est vierge. Donc les opportunités vraiment pour monter des projets industriels sont là. Et comme vous le savez, nous avons suffisamment de potentialités qui ne demandent qu'à être transformées. Quand nous prenons le domaine agricole, quand nous prenons le domaine minier, comme vous le savez, aujourd'hui nous n'avons pas une usine de transformation et de phosphate au Niger. Tout ce que nous avons comme engrais, nous l'importons de l'extérieur, alors que nous avons la matière première sur place. C'est déjà là une source d'opportunité. Une source d'opportunité qu'on peut très bien exploiter et installer une usine de phosphate. Prenez le cas des aliments bétail. Comme vous le voyez, tous les aliments bétail que nous importons, c'est des évasions fiscales chaque année. Alors que nous pouvons très bien installer des usines de transformation d'aliments bétail ici au Niger. Vous prenez tout ce que nous avons comme potentialité
apparemment, il est là. Tout ce que nous avons comme potentialité. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Abdoulaye Boubacar, directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Soli Abdoulaye, économiste, et Issoufou Adamou, vice-président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs et vice-président du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seyni Isaka, à la réalisation Issa Lawali. Merci aussi à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci, au revoir.